Des sources d'inspiration pour adapter nos usages, autrement dit des retours d'expérience. Allez, eh bien, nous allons faire un petit tour en Gironde. Patrick Essenbest, rejoignez-nous s'il vous plaît. Nous allons partir en Bretagne. Michel de Molder, rejoignez-nous s'il vous plaît. Et puis nous allons rester donc en Côte d'Azur avec Félix Billot et Séverine Altschuler. Donc rejoignez-nous. Allez, installez-vous comme vous le souhaitez. Vous aurez le droit de boire de l'eau de Paris qui est bonne. On le rappelle, de toute façon, c'est quand même le produit un des plus contrôlés. Alors en France, c'est certain. En Europe, sans doute. Dans le monde, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement contrôlé. Vous le savez, et tout ceci, donc, grâce à vous. Alors, Yves Kocher n'est pas là. Il vous présente ses excuses. Il est avec le préfet. Donc, directeur général des eaux de Vienne. Bon, ils font un sacré boulot aussi, une source d'inspiration pour adapter nos usages. Ils ont énormément de communication qu'ils font. Ça fonctionne pas mal. Les envois en masse, ça a été une première. Les bons gestes, SMS. Bon, voilà, ils sont quand même allés à la coupure totale. Et là, effectivement, le plan hors sec, vous voyez, en plus, ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans. Ils vont se rajouter donc à la liste des départements qui ne vont pas très très fort. Un petit tour en Gironde. Allez, Patrick, prenez effectivement ce micro, s'il vous plaît, parce que vous êtes chef de mission usage de l'eau et territoire. Avec d'ailleurs un syndicat, un EPTB. Je crois que c'est le seul en nappe profonde. C'est ça ou... Le seul, peut-être pas, mais en tout cas, c'est le premier sage. Voilà, pardon, c'est le premier sage, c'est ça. Effectivement. Ouais. En approfondissement, c'est le premier, pardonnez-moi. Donc le SMEGREG, le syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau en Gironde. Donc là, on est avec 1 600 000 habitants. Alors là, racontez-nous, parce que le projet, donc MAC-Eau, maîtrise avec le département, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Je passe quelques petits diapos. Ouais. Juste pour rappeler le contexte par rapport à la Gironde. Donc nous, on est en fait un département qui est privilégié parce qu'en fait, on n'a pas de problème de sécheresse parce qu'on prend toute notre eau pratiquement dans 300 forages qui sont en Gironde et qui sont en fait qui proviennent des nappes sédimentaires du bassin aquitain, qui sont des nappes de très bonne qualité. Et qui, surtout, ont 10 à 20 000 ans, c'est-à-dire qu'elles sont tombées et se sont écoulées petit à petit d'est vers l'ouest. On peut le pomper grâce à ça. Donc, cette eau-là, elle est toujours disponible sous nos pieds et on n'a pas de problème de sécheresse. Sinon, des problèmes de structure, éventuellement de réseau, qui ne sont peut-être pas forcément adaptés à l'évolution de la consommation. Donc, on a 300 forages. Malgré tout, on a un vrai sujet de préservation de la ressource en eau. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dégrader cette ressource. Et le problème, c'est qu'on prélève trop dans une nappe qui s'appelle la nappe Éocène. Cyrielle, je veux bien que... ça, c'est quand même une nappe. Elle a quoi, 40 millions d'années au compteur? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des sédimentations. Ouais. Mais l'eau a 10 000 ans. Hein, oui, non, c'est l'eau, d'accord. Elle a 40, mais l'eau, ouais. OK. Et donc, ce qu'on veut faire, ce qu'on a voulu faire depuis le SAGE, que le SAGE existe maintenant depuis 20 ans et que le SMEGREG existe depuis 25 ans, c'est donc diminuer ces prélèvements dans ce qu'on appelle l'unité Éocène Centre. Et on le fait de deux façons, soit on peut le faire par des économies d'eau, soit par des nouvelles ressources, qu'on appelle des ressources de substitution. Le problème, c'est quel est le curseur pour faire des économies d'eau et plus on fait d'économies d'eau, moins on aura d'investissement à faire. Donc, où est-ce qu'on fait ces économies d'eau? On peut les faire, bien sûr, sur les pertes sur réseau. On a gagné 5 à 6 points de pourcentage au niveau girondin, donc ce qui fait quelques millions de mètres cubes. Et puis aussi, il y a des grosses actions tournées vers les habitants, puisque la part la plus importante de consommation sont les logements, c'était 61% de la totalité des volumes prélevés. Voilà, donc on a mené beaucoup d'actions en Gironde là-dessus depuis 20 ans. Et grâce à ça, en fait, donc, malgré une augmentation de population de plus 15 à 20 000 habitants par an, on a réussi à stabiliser les prélèvements. Voilà, donc, malgré une pente qui aurait pu nous envoyer un peu plus haut, on a stabilisé autour de 120 millions de mètres cubes, malgré 250 000 à 300 000 habitants de plus depuis... C'est-à-dire que vous avez une démographie, on va dire, qui est en hausse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se poser chez vous, et malgré tout, vous stabilisez les prélèvements. Oui, c'est ça. Ouais. On a réussi à stabiliser ces prélèvements jusqu'en 2015, 2016, 2017. On a une petite flèche là avec un point d'interrogation et on se rend compte que depuis quelques années, c'est en augmentation.
Je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau national. Enfin, j'ai l'impression. Il faudrait peut-être voir. Et on se demande. Enfin, on a l'impression qu'il y a une nouvelle corrélation entre l'augmentation de population et les volumes consommés. Voilà. Donc, on a beaucoup d'actions. On a vu tourner vers effectivement la diminution de fuite dans les réseaux. Il y a des diagnostics de réseaux sur tous les réseaux girondins. Et puis aussi, on a des actions tournées vers le grand public, des actions de sensibilisation, des actions vers les scolaires aussi. On essaie de faire en sorte que chaque enfant girondin soit sensibilisé au sujet. Et puis, on a eu ce projet MACO, qui est un projet qui a été financé par l'Europe, l'Union européenne, dont l'objectif c'était de mesurer l'impact d'équipements hydroéconomes sur la consommation et les prélèvements. Et donc, une de ces parties, c'était de distribuer 60 000 foyers des kits hydroéconomes. Des kits hydroéconomes, c'est tout simplement des équipements qui diminuent le débit. On passe de 20 à 10 litres par minute pour les douches, 12 à 6 pour les robinets et autres lavabos. Et puis aussi un sac WC qui permet automatiquement aussi de diminuer les volumes d'eau dans les chasses d'eau. Donc on avait cette distribution via les mairies, via les syndicats d'eau. Il y avait quand même certains syndicats d'eau qui n'étaient pas forcément très positifs parce qu'ils se disaient moins de consommation, c'est moins de recettes. Évidemment, l'eau paye l'eau, il y a un moment, effectivement, oui. Mais il y en avait quand même comme certains qui étaient partants, bien sûr. Donc on a fait la distribution, on a fait une quarantaine de réunions publiques pour expliquer le sujet. L'objectif, c'était pas forcément de diminuer la facture d'eau, mais c'était surtout de diminuer les consommations, les prélèvements. Et donc, on a fait des distributions. On a atteint des taux de 10 à 20% par commune. Donc, on a touché à peu près 80% des communes de Gironde. Ça nous a coûté, et c'est ça qui était aussi important de voir, c'était quel était le coût de ce projet comparé au volume économisé, donc autour de 400 000 m3 avec des kits qui coûtaient entre 5 et 7 euros par logement. L'objectif, comme j'ai dit, c'est de mesurer. On a fait un gros travail de statistique derrière pour mesurer l'impact de ces kits. Et en moyenne, on est arrivé à moins 12% par kit équipé, par foyer équipé d'un kit. Voilà, donc c'est un vrai impact. On se rappelle peut-être de l'objectif de 2030 qui est à 10 ou 15%, je crois, il me semble. Voilà. Donc là-dessus, ça veut dire qu'on peut y arriver facilement, peut-être pas, mais en tout cas, on peut y arriver si on a envie. Et globalement, ça nous a permis d'économiser 700 à 800 000 m3 sur la Gironde, rien qu'avec sa distribution. Avec derrière ça aussi un coût, parce qu'on essaie, nous, à chaque fois, de voir quel était le rapport coût-efficacité de chaque action. Et pour vous, ça a été le plus efficace et le moins cher. Voilà, c'est ça, c'est le coût. On fait une comparaison en général des différentes actions. Je veux bien le suivre. Par exemple, là, on compare les actions de distribution de kits de type MACO à des actions type récupération eau de pluie ou substitution. On se rend compte que le plus efficace, c'est vraiment la distribution de kits, voire d'autres projets plus ponctuels, tels que faire de la modulation de pression sur des réseaux. Alors que la récupération de pluie, c'est quelque chose qui coûte un peu plus cher, qui est peut-être moins efficace. Et puis, si on se dit qu'on aura peut-être plus de sécheresse, on n'aura peut-être pas forcément moins d'eau pour remplir ces cuves. Voilà. Donc, on a fait ce travail-là en Gironde. Au-delà de ça, on travaille aussi avec d'autres collectivités pour connaître un peu mieux les usages, pour faire une espèce de nouveau référentiel eau. On travaille d'abord avec le bassin rennais et peut-être d'autres collectivités qui vont nous rejoindre. L'objectif, c'est vraiment de bien connaître les différents usages qu'il y a dans les maisons, parce qu'on a un cadre, on sait que c'est 39, qui nous dit 39 € dans la salle de bain, 39% dans la salle de bain, 20% dans les toilettes, etc. On aimerait bien avoir des mesures un peu plus précises, soit par région, soit par type de service, urbain, rural et autres. Voilà. Donc on a ce travail-là qu'on mène avec d'autres collectivités qui est lancé pour vraiment mieux connaître ces usages. Voilà. Et donc ils sont restés au même niveau de confort en plus. Enfin, les gens ne sont pas pleins, donc ça a été. Tout à fait. Alors effectivement, jusqu'à maintenant, dans tout le travail qu'on a mené au niveau du SMEGREG, tous les objectifs, toutes les économies d'eau qui ont été proposées, c'était sans modification de niveau de confort. C'est-à-dire,
on va fermer le robinet, ça change pas le confort quand Puis si un adolescent passe qu'une demi-heure sous la douche au lieu d'1 h15, c'est pas grave non plus. Ouais, tout à fait, exactement. Exactement. Il n'y a pas que les adolescents. Hein. Non, non. Vous avez raison. Bon, dites donc, au niveau des piscines, là, vous avez des mousseurs, vous avez des trucs, des machins, parce que je vous ai vu que vous en aviez 100 000 des piscines dans votre coin en Gironde. On en a au moins 100 000, effectivement. Ouais, c'est un chiffre qu'on a. Non, les actions, on les a peu menées. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a fait une enquête il y a 2-3 ans sur un milieu girondin pour savoir un peu quels étaient leurs usages par rapport aux piscines, s'ils avaient des piscines ou non, s'ils la remplissaient ou non, combien de fois il a vidé une fois tous les 2 ans, tous les 5 ans. Et on a aussi calculé en même temps l'évaporation des piscines. Et en gros, on a estimé que chaque piscine consommait de l'ordre d'au moins 15 mètres cubes par an. Voilà. C'est une consommation de 15 mètres cubes. 15 mètres cubes, si on a 100 000 piscines, ça fait 1 à 2 millions de mètres cubes au niveau de la Gironde. Ça fait quand même 2-3%. On entendait des chiffres récemment dans les médias, 0,015% des prélèvements qui, je sais pas, c'est peut-être des piscinistes qui parlaient de ça. Ouais. En fait, on serait plutôt autour de 1, 2, peut-être même plus, 3%. Quoi. Bon, en tout cas, on n'irrigue pas encore la vigne là-bas, parce que c'est une hérésie, si vous dites on irrigue la vigne, etc. Mais quand même, là, du côté du CIVB, on commence à y penser, parce qu'on ne sait jamais. Même si on a retiré d'ailleurs 10%, ils sont en train de retirer 10% de la surface, directement dans le Bordelais. Parce que le jeune boit moins de vin, il boit de la bière. Donc jeune, buvez du pinard, quoi. Zut, c'était effrayant. Non, mais il y a un peu de ça, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même une réalité. Ils ont 10%, les châteaux se portent très très bien, mais les Bordeaux supérieurs et classiques se portent beaucoup moins bien. Donc ils vont avoir 160 millions pour retirer les pieds de vigne, comme aide. Pas mal, hein. Faut regarder ce qu'a le bio. Bon. Non, là, ils ont eu un petit peu plus. Il y a eu quelques autorisations d'irrigation de la vigne l'an dernier, justement, avec la sécheresse. Ah. Ponctuellement. Il y a eu des dérogations en Gironde. Ah, ça, je ne savais pas. D'accord. Ouais. Ça a déjà... ouais. Oui, mais à cause de la sécheresse. C'est lié à la sécheresse. Ouais. OK. Bon. Eh ben, c'est un truc d'avenir. On va mettre, voilà, l'expression mettre de l'eau dans son vin, on est en plein dedans. Séverine Altschuler, s'il vous plaît, et vous êtes là, et Félix Billot, donc accompagné par un excellent hydraulicien modélisateur. Là, on va donc partir, ça va faire plaisir à Hervé, dans la régie donc Eau Azur que vous représentez. Vous êtes responsable donc ressources en eau dans cette régie. Alors racontez-nous effectivement. Déjà le bassin, Hervé nous en a un petit peu parlé, mais on va le voir davantage. Et puis aussi le travail que vous avez donc effectué avec Vigisec. Oui. Est-ce que je peux aller là-bas ? Oui, allez-y, je vous en prie. Si c'est plus simple pour vous, il n'y a absolument aucun problème. Nous devons avoir normalement 2 micros en état de marche aussi, donc ça va être bon. Elle est où la présentation ? Alors. Où est la présentation ? La présentation s'est-elle volatilisée dans les eaux souterraines, en nappe de surface, dans un lac, dans une retenue dite collinaire, ou bien dans une rivière dont on ne connaît même pas le nom, Vigisec. C'est déjà un très très bon départ. Voilà. Bonjour. Alors, si on a un petit coup de micro sur les... Je ne sais pas si c'est... Allô ? Oui, ouais. Bonjour. Donc Séverine Altschuler, responsable ressources en eau pour la régie Eau d'Azur. Donc Monsieur Hervé Paul est notre président. Je vais vous présenter rapidement le contexte et un retour sur l'année 2022 et la sécheresse. Et Félix vous présentera l'outil qui a été mis en œuvre au sein de la régie pour arriver à gérer, à agir et à connaître. Donc la nappe du Var, comme l'a dit Monsieur Hervé Paul, donc on est sur un bassin versant. Un bassin versant qui est sur tout le département des Alpes-Maritimes. Nous, on a vraiment un seul département qui est concerné. Deux sous-bassins principaux, donc Tinée-Vésubie, dont vous avez entendu parler, puisque fortement impacté par la tempête Alex, et un bassin de prélèvement qui est la basse vallée du Var. Donc c'est une trentaine de kilomètres avec 8 champs captants principaux. Donc nous, la régie Eau d'Azur en exploite 7. La régie Eau d'Azur est donc responsable de tout le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire du prélèvement, donc notamment dans les champs captants, mais en montagne également pour de petites sources qui alimentent de petites communes. Et donc le traitement de l'eau, la distribution, mais également la collecte des eaux usées et le rejet des eaux usées.
Donc sur la basse vallée du Var, nous avons 7 champs captants et certains ont été mis en défaut l'année dernière, alors que c'est un territoire qui, historiquement, on nous a toujours dit, un gros château d'eau, ce sont les Alpes, la nappe est costaud, il y aura pas de problème. En 2009, il y a une étude sur les aléas climatiques secs qui concluait que finalement, s'il y avait une sécheresse importante, on aurait comme impact 1,50 m de baisse de nappe et donc pas de problème sur nos ouvrages. Et puis 2022 est arrivé, donc on a à ciel ouvert un fort indicateur qui est le lac du Broc. C'est une ancienne gravière qui a été utilisée, alors c'était dans les années 70. Donc on a endigué une partie du lit, on a ramassé les graviers, puis un jour on a atteint le toit de la nappe, et donc cette gravière s'est remplie d'eau. Donc elle a la tête que vous voyez à gauche, hein, c'est un lac, on s'y promène autour, on s'y baigne pas, c'est plutôt dangereux. Et puis c'est le niveau de la nappe, donc elle est en équilibre avec la nappe. Et en 2022, ce lac s'est asséché et on s'est retrouvé face à un désert. Et de mémoire de personne, ça n'a jamais eu lieu. La descente du niveau d'eau a été de 11 mètres. Donc on est loin des 1,50 m qui étaient annoncés par l'étude aléa climatique sec en 2009. Donc comme l'a dit Monsieur Paul tout à l'heure, cumul d'annuels hydrologie, donc sur Nice, donc on est plutôt sur l'aval du bassin versant. On se rend compte qu'on était à peu près à la moitié de la pluviométrie entre 2021 et 2022. Sur la partie amont, on n'a pas la normale, mais on voit sur les courbes à Saint-Martin-Vésubie ou Saint-Étienne-de-Tinée qu'on est également très très bas. Donc vous avez en dessous la courbe. Donc à partir de juin 2020, on constate, alors on a l'année 2020 qui est une année à peu près normale, donc on a un battement de nappe qui est à peu près normal avec un étiage estival, une recharge printanière, une recharge hivernale. Et puis si on regarde le mois de juin 2021, on se rend compte qu'à ce moment-là, la nappe, elle commence à décroître avec une petite recharge hivernale en 2022, mais qui ne permet pas de remonter sur les niveaux précédents. Et on rechute avec un étiage hivernal fort, une petite recharge printanière, on est remonté d'1,50 m, et ensuite, là, c'est la décroissance. On a chuté de plus de 8 mètres. Sachant que si on compare le niveau qui a été atteint en décembre 2022 par rapport aux niveaux qui sont habituels, on est plutôt, comme le lac du Broc, à 11 mètres de descente. Vous avez à côté la coupe du puits de Castagnier qui permet d'alimenter, donc comme l'a dit Monsieur Paul tout à l'heure, tout un secteur. Et ce puits, on le voit quand le niveau bas a été atteint. Donc au mois d'octobre, il a été hors d'eau et pendant plusieurs mois, on n'a pas pu utiliser ce champ captant. Donc a posteriori, on a pu le remettre en service, mais bien plus tard, puisqu'ensuite, une fois qu'un ouvrage a été dénoyé, il est compliqué de le remettre en service pour des problèmes de turbidité ou autres. Et donc, vous avez le point bleu qui indique aujourd'hui le niveau de la recharge. Donc, on est remonté, effectivement. On a eu des pluies qui sont arrivées qu'au mois de décembre, alors qu'habituellement, on est plutôt sur une recharge en octobre-novembre. On a eu de la chance puisque c'est vraiment beaucoup remonté. Ça a été une grosse surprise également. Mais on est remonté sur des niveaux plus bas que l'année dernière. Et aujourd'hui, donc effectivement, le mois de mai est un mois pluvieux. On a de la pluie qui est quand même bien répartie sur le bassin versant, qui est continue et donc elle est plutôt intéressante. Elle arrive un peu tard malheureusement. Donc on remonte aussi les niveaux, mais on atteint péniblement les niveaux de 2022. Donc la situation est quand même inquiétante. Rapidement, donc à ce moment-là, on avait donc avant 2022, comme je vous l'ai dit, pas de problème. Donc on avait une connaissance. Donc la régie est assez récente. C'est une agrégation de plusieurs contrats, de délégations, communaux, etc. Et donc on avait une connaissance avec des plans anciens, papier, quelques numériques. Les forages, on connaissait pas les niveaux des crépines, ni vraiment la cote des fonds. Tout n'était pas en mètres NGF, donc tout n'était pas possible d'être comparé. On avait pas d'organisation, c'était inédit. On avait anticipé quand même, mais plutôt sur le haut pays, sur les petites communes, où finalement on n'a pas eu de problème l'année dernière. Et donc on a une consultation des données qui était un peu éparse. Voilà. On a mis en œuvre à ce moment-là des reconnaissances par drone sous-marin dans nos ouvrages qui nous ont permis d'aller voir les codes des crépines. On a fait des levées topographiques, on a installé, on est allé en fait prendre de la connaissance de nos équipements, de nos ouvrages pour pouvoir ensuite avoir une possibilité d'agir. Donc on s'est organisé en groupe de pilotage interne, on a mobilisé beaucoup de personnel.
Et un outil a été mis en œuvre pour la consultation et la diffusion de données pour que la direction puisse prendre des décisions éclairées avec des données qui soient comparables, avec des indicateurs. Alors, votre chance, c'est qu'évidemment, vous êtes fort parce que vous avez quand même 600 salariés, me semble-t-il, donc c'est quand même extrêmement important. Vous avez donc à la fois maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et exploitation. Donc, ouais. Oui, on a toute la chaîne en fait. Et ce qui était le drone, il a été acheté par mon service, donc il a été mis dans les ouvrages par des personnels de mon service, avec l'aide de l'exploitant qui connaissait aussi, qui nous ont permis d'avoir l'accès et qui derrière nous ont fourni des informations précieuses et ce qui a permis aussi à l'atelier de pouvoir baisser des pompes. Ça a été la première action mise en œuvre d'abaisser des pompes en se disant voilà, la cote d'eau arrive, on risque de les mettre en défaut, on les abaisse, mais à quel moment on peut plus les abaisser? C'est ce qui s'est passé notamment à Castagnier. Et du coup, c'est posé très tôt la question, parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes dès mars, quand on a commencé à voir que les niveaux d'eau étaient décroissants et avec des pentes très importantes dans les divers puits et forages ou sur le réseau piézométrique qui existait sur la basse vallée. Donc on a eu beaucoup de questions à ce moment-là sur la capacité des forages à passer l'été, notre capacité à alimenter les populations. Et le problème étant qu'on avait une information plutôt d'exploitant, donc très localisée sur un champ captant, localisée par champ captant, et pas une vision globale de toutes nos installations avec une information harmonisée qui doit permettre du coup de mieux prendre des décisions, de mieux anticiper et de mieux dialoguer aussi, donc aussi bien en interne, mais aussi avec les organismes externes, les acteurs locaux, les acteurs étatiques, etc. Donc, c'est posé la question en février-mars de construire une plateforme. On avait déjà quelques blocs qui avaient servi pour faire des études spécifiques, donc quelques bouts d'algorithmes qui existaient par-ci par-là, quelques outils de visualisation qui étaient disponibles. Mais on a voulu très vite construire une interface qui pouvait offrir une visualisation de l'ensemble de nos données des champs captants sur la basse vallée. Et c'est comme ça qu'est né Vigisec. Donc ça permet de visualiser les informations en temps réel. C'est un outil qui va exploiter les différentes bases de données plusieurs fois par jour pour mettre à jour une information. Et ça permet d'harmoniser la connaissance qui est disponible à tout niveau, donc aussi bien à des niveaux d'exploitants qu'à des niveaux de responsables support. Donc typiquement Séverine par exemple pour des interventions et du pilotage de crise, et ça permet aussi de donner des informations au niveau direction, donc à d'autres échelons hiérarchiques et à des échelons qui ont besoin aussi d'informations plus sommaires, plus moyennées, donc avec des informations à la semaine ou au mois. Voilà. Et l'idée, c'est aussi d'amener de la connaissance, donc de construire des indicateurs, de pré-mâcher l'interprétation des données, qui peut être assez compliquée de prime abord. Donc, de construire des indicateurs et de les mettre à disposition sur cette plateforme. Donc, on voit un aperçu ici, par exemple, de l'interface. Tout ça pour faciliter la prise de décision et prioriser des actions, identifier des zones sensibles et d'autres moins sensibles sur lesquelles on a moins besoin de s'éterniser dans des réunions de crise ou dans des réunions de pré-crise. Oui, donc c'est vraiment du partage d'informations en mouvement et au maximum en temps réel. C'est ça l'idée. Oui, complètement. Ouais. Donc vous l'avez fabriqué, on va dire, à la main, tout seul, et ça on va le dire, parce que quand même, là Félix est très, très modeste, et il a raison. Il a été extrêmement réactif, hein, c'est ce que j'ai compris. Il a fait ça vraiment très très vite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est fait pour vos données, pour le territoire. Donc c'est vraiment fait pour vous. Oui, alors effectivement, on a la chance. Enfin, c'est à la fois, on en discutait juste avant, c'est à la fois la chance et un inconvénient. On est sur un même bassin hydrographique, donc on maîtrise notre ressource en eau et on avait accès à l'ensemble des données sur nos champs captants. Du coup, la mise en place de cette interface-là
a été très rapide parce qu'on pouvait accéder à la grande majorité des données de prélèvement, au moins, et des données de suivi sur le territoire, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Après, le choix de construire entièrement un outil, ça s'est fait parce qu'il y avait des compétences à Haut d'Azur, mais il y a aussi des outils qui existent et qui peuvent être utilisés pour faire le même type d'outils de suivi. C'est-à-dire que Suez va vous proposer, on va dire, aussi un outil qui peut être similaire, mais quand même, une fois de plus, là, c'est adapté à vos besoins et à vos données, quoi. Oui, exactement. C'est développé sur mesure et c'est adaptable et évolutif. On est en train d'ailleurs de réfléchir à comment intégrer de nouvelles données, éventuellement faire de nouveaux tableaux de bord et pour les intégrer là-dedans sur la qualité de l'eau, sur les consommations énergétiques ou sur d'autres sujets. Donc c'est construit sur mesure et ça peut à la fois interroger des données internes qui sont mesurées par le réseau de capteurs qui est disponible à Haut d'Azur, mais ça peut aussi aller interroger des données publiques qui sont disponibles mises à disposition par l'État via EBO, des données Météo France que la métropole achète par ailleurs. On peut même intégrer des sites tiers, donc on peut intégrer un environnement Météo France si on en a un à disposition, etc. Voilà, il n'y a pas de... C'est diffusé via notre intranet local, donc ça s'adresse d'abord à nos agents internes. On pourrait imaginer étendre ces accès. Et donc c'est un accès web, c'est vraiment accessible très facilement de n'importe où, même du moment qu'on est sur le bon réseau, quoi. Et il n'y a pas de limite d'utilisateur. Non, ça peut servir à d'autres usages locaux aussi. Ouais, d'accord. Éventuellement, oui. Merci. Merci à vous avec ce lac merveilleux. Donc c'était le fameux lac de Broc qui est de briques. Maintenant, c'est le lac de briques. C'est ça. Bien que c'est pas forcément la même géologie. Et on ne remerciera jamais assez donc ce merveilleux Var qui, de mémoire, doit prendre sa source du côté du col de la Cayolle. Oui, un petit peu en dessous de la Cayolle. Ça doit être ça, à quelques kilomètres. Donc qui vous arrose abondamment, mais peut-être moins abondamment demain. Donc allez savoir du côté de Saint-Étienne-de-Tinée. Nous avons besoin aussi, alors là il y aura peut-être du questionnement, mais nous avons besoin de faire un petit tour en Bretagne. Ah, alors là, Michel de Volder, président de la Clé-Vilaine, homme merveilleusement engagé sur ces sujets depuis de nombreuses années, président aussi de la collectivité donc du bassin rennais. Je le dis, même si ce n'est pas l'objet, vous êtes aussi maire d'une commune, maire de Pompéan. Donc voilà, donc on est dans la métropole donc rennaise aussi. Alors le périmètre, il est quand même extrêmement important. Là, j'ai vu 508 communes et 6 départements. Donc pour notre affaire. Là. Oui, c'est un territoire, le bassin de la Vilaine, 11 000 km², hein, donc 1 250 000 habitants. Oui. On a souvent des grands sages aussi, similaires. Hein, voilà, et c'est un sage qui a déjà été approuvé en 2003, révisé en 2015. Et on est parti sur une révision, mais beaucoup plus avec les données changement climatique. Hein, donc décidé fin 2021, avec l'objectif, c'est d'aboutir à cette révision fin 2025. C'est un des plus grands en taille, je crois. Donc, oui. Oui, donc ensuite, on a aussi des sages sur la Loire qui sont relativement grands. Mais... Alors, comme on est sur un retour d'expérience, là, le travail s'est effectué avec qui? Donc, avec tout le monde, évidemment, on est avec territoire agricole aussi par excellence. Oui, territoire agricole, puisque la Bretagne, on est à 74% sur la Bretagne et 26% sur les Pays de la Loire, oui. Mais région agricole. Donc, une commission locale de l'eau de 76 membres avec, par exemple, on a 3 représentants de chambre d'agriculture, un représentant de l'agriculture biologique, donc le monde agricole qui est fortement présent, représentant de la Fédération des propriétés foncières. Hein. Et de ce fait, la révision du SAGE, elle s'opère avec l'ensemble des parties prenantes. Hein. Et on a souhaité quand même aller plus loin avec aussi une consultation du public. Alors, racontez-nous effectivement cette démarche participative, parce que là, vous êtes dit, donc il y a les acteurs que l'on connaît, qui sont les acteurs, on va dire, classiques, et c'est une très bonne chose, mais là, le public, vous l'avez impliqué, et vous avez un retour, quand même, qui était assez, relativement important. Donc, comment ça s'est passé? Oui, alors, partie d'un constat, dernière révision du SAGE, enquête publique, 32 dépositions. Pour
resituer un petit peu la méconnaissance qu'ont les citoyens, hein, mais pas que les citoyens, je dirais même des élus, hein, de ce qu'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et avec un outil de planification qui est souvent assez peu pris en compte par les SCOT, les autres outils, ou les PLU et PLUI. Hein. C'est en train de changer tout ça, hein, on voit les choses qui évoluent. Et donc on s'est dit, il faut aussi que les questions de l'eau soient prises en compte et qu'on s'approprie ces questions-là au niveau du public, mais aussi qu'on voit ce que le public a comme idée. Et donc, on est parti, alors d'une part, avec une saisine de la CNDP, hein, Commission nationale du débat public, parce que voilà, il y a des procédures. Mais c'est quand même très cadré. Puis là, c'est très cadré, c'est des temps relativement courts, 3-4 mois. Donc, on a eu la chance de travailler en amont avec 2 garantes qui ont été nommé par la CNDP. Et à partir de là, on s'est dit, il nous faut un temps plus long, il nous faut une année pour retravailler sur une enquête auprès du public et ensuite les faire participer à des ateliers débats de façon à ce que aussi il participe, hein, et donne son avis dans le cadre de cette révision du SAGE. Donc l'enquête a eu lieu du 2 mars au 6 avril, donc c'est récent. Hein. On s'est appuyé sur une agence, l'agence Palabréo, agence de communication, même, hein. Oui. Parce que voilà, c'est important aussi d'avoir des agences un peu spécialisées dans la concertation. Et puis ensuite, on s'attendait à 1 millier de réponses. On a eu 3558 personnes qui ont dû passer quand même. Il y avait 23 questions sur les thématiques de l'eau, plus 11 questions pour connaître un peu le profil des répondants, plus des questions ouvertes. Et d'ailleurs, la moitié des gens ont répondu aux questions ouvertes. Hein. Donc, d'où un temps d'épluchage aussi du questionnaire relativement important. Et ça veut dire que les gens ont passé au moins une demi-heure de façon volontaire en allant sur le site Internet pour répondre à ce questionnaire. Est-ce que c'était des gens qui étaient déjà très sensibilisés, Michel, ou pas? C'est-à-dire que dans le profil, qu'est-ce qu'il y avait là? 72% des gens qui ont répondu n'ont aucun lien avec l'eau, ne font pas partie d'associations. Voilà. Alors, derrière nous, on a communiqué à l'ensemble des associations du territoire. On s'est appuyé aussi sur les conseils de développement. Donc, voilà, 72%, ce sont des béotiens, c'est pas mal, de lien, que ce soit associatif, politique, professionnel, avec l'eau. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, alors, qu'est-ce qui est ressorti? Donc, il y a eu des questions ouvertes, mais enfin, globalement... alors, globalement, ce qui est ressorti, une méconnaissance du SAGE. Hein, 30% des répondants connaissaient le SAGE. 30 30%. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, voilà. Attendez, bravo, hein, parce que 30%... Voilà, vous savez ce qu'était un SAGE, mais bon, les gens qui vont faire la démarche d'aller sur un site Internet, déjà se renseignent peut-être auparavant. Hein. Et dans les associations qui s'occupent de l'eau, il n'y avait que 46% connaître ce qu'était un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, on voit bien que même chez les élus, 15% des élus qui disent c'est la première fois qu'on répond à une enquête sur un SAGE. 80% de gens en activité professionnelle, 70% de gens en activité professionnelle, 20% de retraités et 10% de lycéens. Donc on s'est quand même appuyé sur... Il y a quand même du jeune là, qui est... Voilà, sur une enquête auprès de lycées. Et une quinzaine de lycées ont pu répondre et du coup, mobiliser des jeux et ça fonctionnait. Donc ce qui en ressort, c'est que une méconnaissance des fois des prélèvements qui sont faits. Hein. Ce qu'ils mettent en avant pour les gens qui répondent, c'est que les prélèvements sont essentiellement agricoles. Hein. Voilà. Alors, je dis bien prélèvement. Hein. Attention, on est dans des réalités différentes d'Adour-Garonne, hein, en Bretagne. Consommation, etc. D'accord. Okay. Voilà, 30% sur les industriels et moins de 30% pour l'eau potable. Donc l'eau potable est plutôt mise en minorité, quelque chose qui n'a pas de fort impact sur les prélèvements, alors ce qui n'est pas le cas sur le SAGE-Vilaine. Hein. Voilà, c'est important de le rappeler. Ensuite, beaucoup de craintes sur l'avenir. 90% des gens disent on va manquer d'eau dans l'avenir. Donc, c'est vrai que ça faisait suite à une année de sécheresse. Hein. Et chez les jeunes, c'est très très fort. Hein. C'est vraiment même des réponses disant il est peut-être des fois un peu trop tard pour agir, quoi. Chez une partie des jeunes. Il ne faut pas rigoler avec l'éco-anxiété chez les jeunes, parce que, c'est pas forcément ce terme-là, mais ça revient quand même un petit peu à ça. Nous, on a été une génération absolument bénie. Je veux dire qu'aujourd'hui, la crainte, elle est là.
vous avez 37% aujourd'hui donc des femmes qui ont fait des études supérieures qui ne veulent pas avoir d'enfants. Bon, si vous dites, vous êtes gentil, mais enfin, vous regardez le monde que vous nous laissez. Moi, je résume le truc en leur disant, effectivement, ce qu'on vous demande quand on est jeune, c'est de courir le marathon en portant un sac de 40 kilos sur le dos. Bon. Alors, il y a tout un contexte. Hein. Aucune planète est alignée. D'un point de vue géopolitique, c'est pas génial. D'un point de vue social, c'est pas extraordinaire. D'un point de vue, alors toujours pareil. Hein, si on compare, je me regarde, je me désole, je me compare, je me console. Mais bon, mais un jeune là-dessus, effectivement, qui est sensibilisé à l'environnement, entre autres, il fait le lien direct avec l'eau. Oui, le lien direct est fait avec l'eau. Hein. Ensuite, dans la connaissance un petit peu des milieux, hein, et la façon de pouvoir donner des réponses, ce qui est mis en avant, c'est que pour les milieux aquatiques et les zones humides, il faudrait faire appliquer la réglementation. Beaucoup pointent que la réglementation n'est pas appliquée. Interroge les élus aussi sur leur capacité. Hein, aller plus loin sur des outils de planification. Et puis, alors, bon, c'est pas pour rien, en Bretagne, il est mis en avant aussi la nécessité d'accompagner les agriculteurs sur des changements de pratiques et de systèmes. Là, c'est 93% des réponses qui sont données. Comme ça. Vous êtes gâtés quand même. Effectivement, on a tellement spécialisé les territoires que là, aujourd'hui, il y a eu les articles de Nicolas Legendre et aussi un bouquin qui est sorti donc, tout à fait récemment sur ce qui se passe. C'est pas simple. C'est vrai que c'est un grand navire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est pas des goélettes, hein, tout ça. Ça tourne pas, on le sait, l'agriculture. Et c'est ce que disait aussi tout à l'heure. Bah oui, mais qu'est-ce que l'on veut vraiment? Qu'est-ce que l'on met sur la table? Vous êtes gentil, mais il y a ces produits-là. Bah, aujourd'hui, on est à peu près, je sais plus, c'est quoi les chiffres, 50-60%, ça dépend, ou 40 à 60, où on n'est pas bon en fruits et légumes, hein, en France. On est obligé effectivement d'en apporter quand même un paquet. Donc ça pose quand même problème sur un pays où on vous parle de ferme France. C'est formidable. Parfois c'est un peu usine France, hein, quand même. Bon, mais c'est ça. Alors maintenant... alors ça vous a quand même donné la pêche, quoi. Donc les élus doivent aller plus loin aussi. Ça, c'est ce que. Alors les élus doivent aller plus loin puisque derrière, on va organiser 5 ateliers qui commencent dès la semaine prochaine, hein, sur le territoire du Sage-Vilaine. À la date d'aujourd'hui, on doit être à 350 personnes inscrites. Voilà, donc on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont participer à ces ateliers. Et dans les ateliers, on va faire tourner autour de 3 questions, hein, de façon à ce que les gens construisent aussi, hein, des types de réponses. Parce que c'est vrai que dans un questionnaire, on a des fois aussi des gens qui ont des avis différents. Donc il y a besoin de confronter les choses. Hein. Et cela va nous éclairer, sachant qu'évidemment, c'est pas la concertation du public, c'est permettre aussi de faire prendre conscience de toutes les questions liées à l'eau. Hein. Moi, je vois bien que la sécheresse, elle a un peu bousculé les choses. Non pas forcément en termes de sécurisation, puisqu'on a la chance en Bretagne d'être avec aussi des outils de sécurisation, on en parlait, hein, mais qui ne font pas tout. Donc on a aussi des actions économie d'eau, aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Et je pense que les citoyens, ils sont prêts à aller plus loin. Une des questions, c'était qu'est-ce que vous pensez du prix de l'eau? 46% disent il faut que le prix de l'eau augmente. Voilà, on est prêt à faire des efforts si les choses évoluent, quoi, hein. Et 89% pensent qu'il va augmenter de toute façon. Donc voilà, c'est aussi rappeler les choses, parce que quand on communique en disant vous pouvez faire des économies d'eau, nous on essaye d'éviter de le dire en disant votre facture va baisser, quoi. Non, mais c'est évident que pour un élu, de toute façon, dès que vous abordez le prix de l'eau, il se dit je vais pas être réélu. Bon, je plaisante, mais c'est un peu ça aussi. C'est un sujet extrêmement sensible. Ouais. Vous n'avez aucun problème de négociation, si vous voulez, sur votre forfait de portable. Hein. Là, il y a aucun. Alors, personne ne discute sur l'abonnement Netflix non plus, mais effectivement sur le prix de l'eau davantage. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire effectivement, si on comprend qu'il y a des investissements derrière ce prix. Non, mais ce qui est très significatif, c'est pour ça que c'était très intéressant de vous avoir, Michel, parce que ça veut dire que là, on est sur plus qu'une prise de conscience. C'est-à-dire que ces gens-là s'emparent de l'eau, comme ils se sont déjà emparés de leur mobilité, comme ils commencent à s'emparer du contenu de leur assiette, comme ils commencent à s'emparer de l'énergie. L'eau, c'était terra incognita, enfin, pour beaucoup de personnes. Je parlais de l'invisibilité grâce au progrès, hein, génial, dont on a bénéficié, mais maintenant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut s'emparer de cet objet qu'est l'eau.
Les questions de l'eau, je pense que chez les particuliers, ils se rendent compte, parce qu'il y a eu aussi des arrêtés sécheresse, que les choses vont évoluer. Le changement climatique, il est vraiment les gens sont conscients de l'évolution très rapide du changement climatique et derrière veulent trouver des solutions. Alors beaucoup de solutions fondées sur la nature aussi, qui sont mises en avant. Donc ça, ce sont des choses intéressantes. Et je pense qu'à un moment donné, alors il y a des fois des méconnaissances. Certains disent, par exemple, 40% des gens disent la continuité, rétablissement de la continuité, c'est pas un enjeu majeur. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Donc et 40% disent c'est un enjeu important. Vous voyez, il y a dans la tête du grand public, quand on parle de continuité, mais c'est peut-être le terme utilisé, ils ne voient pas forcément les actions qui sont mises en place, quoi. Bon. Et on a eu aussi, on va le dire quand même, des décisions au niveau de l'État qui étaient assez ambivalentes des fois sur l'établissement de la continuité. Voilà. Et ça, ils l'ont dit, non mais ils l'ont fait pour sortir ou pas? C'est ressorti aussi dans les... là-dessus ou... Non, au niveau de la réglementation, enfin, vraiment... surtout sur les milieux naturels et les zones humides, ils disent on n'applique pas assez la réglementation. Est-ce qu'ils ont pigé la gouvernance de l'eau ou les gouvernances de l'eau, donc le merveilleux morcellement que nous connaissons par cœur? Non, on a, je vous dis par exemple, nous on a un syndicat mixte, SMG O35, il n'est pas connu de la population. Voilà, il est connu évidemment des élus, mais non, mais ce qui est normal. Il n'y a pas forcément de communication en direct auprès de la population. Il y a un observatoire de l'eau, mais qui est donné aux différentes municipalités, mais les citoyens n'ont pas forcément conscience de tout ce qui existe au niveau de l'eau, mais c'est pas toujours simple aussi. Oui. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'il va y avoir la suite, effectivement, après où les gens vont communiquer davantage entre eux avec les ateliers, puis toute la pédagogie que vous faites. C'est ça l'idée, il faut de nouveau s'approprier cet objet-là. C'est la clé de demain. Moi, ça fait je sais pas des années, pour plus de 10 ans que je vous lis ça, mais jusqu'à présent, si vous voulez, le marqueur du réchauffement climatique, c'était quoi? C'était la vigne, avec les dates de vendange 3 semaines en avance, etc. Ça dérange personne. Non, mais c'est vrai, ça a été les migrations des oiseaux. Ah oui, il y a des oiseaux, effectivement, on se dit, oh bah écoutez, je suis pas mal chez vous, après tout, j'ai pas besoin de bouger, je suis bien. Bon, ça a été ça. Maintenant, c'est l'eau. C'est-à-dire que on y est. Donc moi je veux bien qu'il y ait encore, pas dans la salle, qu'il y ait encore des gens qui soient dans le déni, en se disant ouais bah, il a plu là c'est bon, là, ça va se recharger. Non, pas du tout. On va faire avec. Ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire qu'on est sur un monde, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a des tonnes de possibles. Il y a des tonnes de possibles. Simplement le monde va être différent. Voilà. Et là c'est compliqué parce qu'on est entre les deux, en train de réinventer quelque chose. Et de l'autre côté, l'être humain il est comme ça, il n'a pas envie de perdre ses intérêts particuliers, donc il s'accroche aussi à l'ancien modèle. Bon, donc, mais ça c'est valable d'une manière plus générale. Souhaitez-vous intervenir? On est bien là, on est bien parce que de toute façon on va boire de l'eau tout à l'heure d'ici 10-12 minutes, me semble-t-il. Donc comment ça? T'as apporté, Nicolas, du vin de ta région? Du Bordeaux, oui, c'est ça. Un gars de l'Aube qui apporte du Bordeaux, c'est bien. Je vous en prie, souhaitez-vous donc poser des questions à nos amis? Alors, une fois de plus, désolé pour nos amis de la Vienne, parce qu'ils ne peuvent pas être là. Ils sont avec le préfet. Oui, à nouveau, Baraké, bonjour. Bernard de Je voudrais rebondir sur la présentation de Patrick Eisenbeis et puis interpeller le président de Molder. Parce que, en fait, c'est un coup de chance que vous ayez été là à propos de ces fameux kits économiseurs. Parce que c'était un programme live où on avait distribué des kits sans se préoccuper nullement de qu'est-ce que ça allait avoir comme effet. C'était un acte politique des élus, mais qui n'avaient pas pensé qu'il fallait évaluer l'expérience derrière. Et j'ai vu des gens qui n'ont pas réussi, qui avaient été embauchés pour faire l'évaluation, qui n'ont pas pu avoir accès aux données. Heureusement que le SMEGREG a repris l'affaire et a pu le faire parce que finalement, vous distribuez un kit, mais qu'est-ce qui vous dit que la personne va l'installer chez lui tout de suite ou dans 2 ans? C'est une interrogation parce que là... bien sûr. Oui. Donc, heureusement qu'ils ont pu le faire. Et alors, par contre, ça fait des années qu'il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur les économies d'eau pour les usagers domestiques. Et une chose dont on est à peu près convaincu aujourd'hui, c'est que les kits tout seuls, ça fait un peu d'économie. Aller chez les gens pour leur expliquer comment changer de comportement, ça fait un peu d'économie, mais il faut faire les deux ensemble pour avoir plus d'économie. Et donc ça, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous interpelle, j'ai la chance d'avoir
une fille qui habite dans votre territoire. Et un jour, alors que j'étais chez elle, j'ai vu débarquer vos ambassadeurs de l'eau, de jeunes gens qui sont venus voir tous les robinets, tous les postes d'eau de la maison et qui ont fait leur petit bilan. Et du coup, ça va être, je pense, très intéressant. Et d'ailleurs, j'espère qu'on pourra présenter, je vous demande quand même de faire pression sur les services pour qu'ils se fassent un suivi et qu'on ait une estimation de qu'est-ce que ça apporte comme économie d'eau. Je pense que c'est très, très important. Bah écoutez, c'est pas mal comme hommage. Hein. Donc, la fille de Bernard Barraquet donc, qui a vu ça en live. Donc, merci Bernard. Juste pour confirmer, effectivement, quand on dit 12% par kit, c'est par kit distribué. Donc, c'est peut-être qu'ils n'ont pas été installés. Hein. Donc, on n'est pas allé les vérifier. Donc, c'est 12%. C'est un minimum de 12%. Mais à votre avis, est-ce que c'est à votre avis, est-ce que c'est au doigt mouillé, sans jeu de mots, mais effectivement, combien de... Alors, on a fait une petite enquête après la distribution, c'est l'ordre de les 3/4 qui ont été installés quand même. D'accord, 75%, on est sûr du coup. Et... Sur un petit échantillon, donc c'est peut-être pas forcément, statistiquement, c'est peut-être pas très bon, mais on a cette valeur-là. Et effectivement, que je confirme, effectivement, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir travailler, d'aller aussi plus chez les usagers, comme ce que fait le bassin rennais. Et on essaie de se nourrir aussi des expériences qu'ils font à travers le travail qu'on fait, et puis aussi avec d'autres collectivités. Je crois que c'est peut-être important de noter qu'il y a quand même des collectivités qui ont fait beaucoup de choses, vous faites qui sont prêtes à partager ce qui est fait. Ouais, voilà. Et puis il faut le mettre en avant, Michel, là aussi, effectivement. Oui, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des ambassadeurs. Donc nous, on en a 4 sur le territoire et qui tournent... Alors, 4 ambassadeurs, ça permet de faire 3-4 communes par an, hein, voilà, et un quartier de la ville de Rennes. Hein. Mais chaque fois qu'ils vont dans les communes, on demande à ce qu'il y ait des gens qui soient volontaires, et il y a la consommation qui est suivie pendant plusieurs mois. Hein, donc, ils rencontrent les ambassadeurs. Et là, on voit des économies de l'eau quand les gens sont accompagnés de l'ordre de 20%. Hein, et nous, on le sait que la ressource en eau, elle va pas augmenter. Donc, d'où le plan du gouvernement qui d'ailleurs est moins ambitieux que les assises de l'eau d'ailleurs sur la réduction de la consommation d'eau, mais les assises de l'eau, elle est plus loin. C'est vrai que les assises de l'eau étaient un cran au-dessus. Et avec un point un peu particulier, moi j'ai interpellé des parlementaires, j'ai pas forcément eu de réponse. On vend encore en France du matériel non hydroéconome. Et là, à un moment donné, dans tout logement neuf, je vois, on travaille sur Rennes Métropole en mettant un cahier des charges. C'est vraiment des choses qu'il faut interdire, quoi. Parce que c'est la première piste d'économie, c'est déjà ce qu'on ne va pas consommer, quoi. Et oui, bien sûr. D'autres réactions de votre part, je vous en prie. On vous passe le micro avec plaisir, cher monsieur. Bonjour, Yann Oudard, directeur général adjoint de Réseau 31, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne. Je voudrais aussi ajouter une touche d'optimisme sur la discipline collective. Nous, on est aussi gestionnaire d'eau brute et organisme unique. Et donc, on a pu suivre l'été dernier l'achat d'eau brute pour faire de l'eau potable. Donc, je rejoins l'intervention de tout à l'heure. L'échange de données est fondamental. Et finalement, en Haute-Garonne, en suivant 10-12 compteurs, on savait exactement ce qui se passait sur l'ensemble du département. Et on a clairement vu, à partir du mois d'août, et donc des arrêtés préfectoraux qui sont tombés, une baisse flagrante de la consommation d'eau potable, enfin, d'eau brute pour l'eau potable. On était à plus 10%, et finalement, on était, après, à partir de juillet, à moins 4%, ce qui fait qu'on est globalement à moins de 2% par rapport à la moyenne des 4 années précédentes. On n'a pas volontairement pas voulu aller trop loin. Donc, je crois qu'il faut que... On l'avait vu en 2003, hein, forte baisse de la consommation et qui était restée basse, ce qui a généré des problèmes pour des structures, des syndicats, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi une baisse de recettes. Mais je pense qu'il y a cette note d'optimisme à avoir, c'est-à-dire que il y a quand même cette prise de conscience qui a été constatée pour nous l'été dernier. Maintenant, à nous de bien communiquer pour qu'elle continue dès maintenant, dès 2023. Merci à vous, cher monsieur, dans ce très beau département qui ressemble à un entonnoir et qui arrive jusqu'à Luchon, donc tout en bas. Alors c'est vrai que cette année, en fait, si on n'a pas traversé la Garonne à pied sec, c'était aussi, là c'est autre chose, mais ça a été aussi le travail des barrages.
Donc et là, il y aura du questionnement donc, plus tard et qui est déjà en train de se poser. C'est-à-dire, cette eau-là, est-ce qu'elle doit servir à turbiner, etc. Alors je sais qu'on ne turbine pas au même moment, au moment où on la reçoit. Mais donc ça a été ça. Et donc tout le travail qui a été fait dans les Hautes-Pyrénées, sur Pranières, etc. et tout, donc a permis aussi donc, à la Haute-Garonne d'avoir de l'eau. Je parle sur la Garonne, hein, donc là-dessus. Je vous en prie. Alors Bernard, mais attends, si jamais il y a une autre question, non, je le repasse après. Mais si jamais il y a une autre question avant, pour qu'on ne frustre personne, c'est bon. Là, on l'a passé à Bernard Baraki. Je vous en prie, Bernard. En fait, c'est toujours sur la question des données. Alors, vous savez peut-être qu'on a été sollicité avec 2 collègues par l'OCDE pour discuter de la performance de la gestion de l'eau, tout secteur confondu, en France. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé, évidemment, pour les services publics d'eau et d'assainissement, on a trouvé des indicateurs. Il y a, puisque c'est la loi. Hein. Il y a ceux qui sont utilisés dans l'échange entre les autorités et les opérateurs, et puis il y a ceux qui sont diffusés au public, qui sont moins nombreux, mais bon, on a des choses. Sur la ressource, on en a beaucoup moins. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas d'une part, rebondir sur l'expérience de Vigisec pour savoir au fond de ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous ressortez comme indicateur qui va vous permettre de mieux évaluer la performance. Et cette connaissance, il faudrait ensuite, à mon avis, la partager avec l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, parce que je pense qu'on a un travail national à faire sur ce sujet, à bâtir de bons indicateurs d'évaluation de notre performance de la gestion de la ressource qui se rapprochent de ce qu'on fait pour les services, si vous voulez. Félix Billot, peut-être. Oui, alors sur la quantité de données disponibles et leur usage, c'est vrai que nous, on a la chance, du coup, comme je disais, d'être sur un bassin versant où on exploite les ressources, donc on a beaucoup de données disponibles en interne, mais effectivement, on gagnerait à ce qu'il y ait un partage déjà local avec d'autres acteurs qui sont présents et à augmenter notre connaissance globalement de tous les prélèvements qui sont faits sur la nappe. On a d'autres outils on n'a pas beaucoup parlé des perspectives de Vigisec tout à l'heure, mais pour aller vers de l'anticipation, de la prévision, on utilise aussi d'autres outils pour essayer d'avoir des prévisions à 3 à 6 mois du niveau de ressources, etc. C'est-à-dire qu'on va modéliser la pluie, par exemple. Voilà, on part des données de pluie, on applique des scénarios de pluviométrie annuelle et on regarde quel sera le niveau de la nappe théorique calculé à 3 à 6 mois. Mais pour faire ça et pour le faire correctement, il y a besoin d'un niveau de connaissance assez élevé de l'ensemble des prélèvements, qu'ils soient eau potable, agricole, etc. Et là, il y a besoin d'outils de partage d'informations, mais il y a besoin de structurer la collecte des informations, de s'assurer qu'elles soient fiables, etc. Donc là, je pense qu'il y a effectivement du travail à faire. Après, sur les indicateurs, je crois, Séverine, qu'on travaille déjà avec l'Adréal, la DDT localement pour les faire évoluer, les indicateurs vigilance, etc. Je sais pas si... Oui, en fait, on travaille avec la DDTM dans le cadre des arrêtés sécheresse, puisque les arrêtés sécheresse sont pris sur des niveaux de cours d'eau. Et donc l'année dernière, on les a alertés plusieurs fois en leur disant que nous, on prélevait... Alors, le niveau de cours d'eau donne un indicateur pour le milieu. Par contre, pour l'eau potable, on est vraiment sur des nappes ou sur des ressources. On avait donc vous aviez la plaine du Var, la basse vallée. Ils avaient mis la basse vallée et la Vésubie dans le même bassin versant. Étaient concernés donc par les mêmes seuils, sauf que la Vésubie sont des petites ressources qui alimentent des villages, il n'y a pas d'interconnexion. Par contre, sur la basse vallée, on est vraiment sur une nappe alluviale, donc on n'est pas du tout sur la même chose. Et puis là, on vous a présenté le haut de la basse vallée, mais le bas de la basse vallée était beaucoup moins impacté par les baisses de nappe. Et donc finalement, on a retravaillé avec la DDTM pour redécouper les secteurs, pour prendre d'autres indicateurs. Donc on échange, on est en train de faire un tableau. Alors nous, c'est les indicateurs des niveaux de ressources par champ captant, en tout cas par secteur. Et voilà, on fait évoluer un peu les choses pour qu'on soit plus près de la réalité. Merci beaucoup, Séverine. Il est 12h30, on est bien. En termes de temps, on est bien.
Je crois qu'il y a, alors je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une petite conférence, alors ça c'est pas pour nous tous, mais petite conférence de presse, je crois qu'il y a peut-être un moment, je crois, pour la presse qui est aussi qui va être dédié. Le buffet, donc vous y êtes tous conviés. Et puis on se retrouve donc à 14h, on va repolitiser la gestion de l'eau. Et puis donc, il y aura aussi l'allocution, donc avec grand plaisir, de la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, autour de 15h30. À tout de suite. Merci beaucoup, dames et messieurs, et on se retrouve avec joie.